Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue sur Canal 7 Harmonie. Vous regardez l'émission LVB. LVB, c'est l'univers de la science au service de la santé. Nous parlons aujourd'hui de l'envoûtement comme force de maladie. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de nos panélistes qui sont déjà, on va dire, qui sont déjà bien installés. Nous vous convions, comme d'habitude, à cet échange à travers nos contacts téléphoniques. Vous avez pour les SMS deux numéros, le 679 24 26 99 ou le 693 60 54. Le numéro pour les appels, c'est bien le 243 27, pardon, 243 28 67 96. Eh bien, LVB est votre rendez-vous, comme d'habitude, tous les samedis, 16h30, 18h. Nous introduisons donc ce panel tout en vous remerciant, n'est-ce pas, de ce rendez-vous que vous prenez à nous regarder tous les samedis et même pendant les heures de diffusion. Vu les nombreux SMS que nous recevons en semaine, cela nous rassure, cela notamment est un pourboire pour nous de vous savoir de plus en plus nombreux à regarder ce programme. Nous allons donc introduire, comme d'habitude, la personne ressource de ce programme, M. Talé, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Guy et bonsoir à tous. Voilà, tout va bien? Bien, très bien. Voilà, déjà un peu surchauffé? Oh, parce que la clim est là, bon, je suis en veste, mais il y a le climatiseur. Voilà, je parlais plutôt de l'échange qu'on vient d'avoir en coulisses avant d'entrer. Oh, tu sais que je ne trahis rien, je suis un homme de feu par rapport à s'il faut discuter. Voilà. Je crois que je peux le faire pendant 24 heures. Très bien. Voilà, tout va bien, n'est-ce pas? Non, tout va bien. Voilà, accueillons notre frère l'apôtre Jean Calis qui nous a retrouvé en tant que spécialiste en spiritualité. Le sujet vaut la peine, l'envoûtement, il faut vraiment des personnes qui s'y connaissent dans ce domaine. Apôtre Jean Calis, bienvenue. Merci Guy, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette émission, bonsoir au panel, bonsoir aux frères qui nous accompagnent dans ce studio. Voilà, il faut dire que l'apôtre Jean Calis nous vient du silo, n'est-ce pas? On va déjà peut-être lui demander comment se porte le silo. Le silo se porte à merveille, surtout que de ce côté-là, les miracles se font sentir. Voilà. Alors, parler des miracles, c'est dit que c'est beaucoup d'actions spirituelles. Bien évidemment, puisque Dieu nous a codifiés pour que nous aidons ceux qui, au quotidien, encaissent tout ce qui est mauvaise onde, d'être libérés. Voilà, d'être libérés. Et cette libération participe vraiment de ce que nous appelons donc le vrai bien-être, M. Talé. Le vrai bien-être qui vraiment rentre dans une dimension globalisante et intégrale de l'être que nous sommes. Effectivement. Voilà. Le vrai bien-être, c'est un état optimal de bien-être qui intègre donc l'homme dans son entité globale. Voilà. Et il faut dire, M. Talé, nous vient également, on va dire, de l'équipe de recherche du silo, n'est-ce pas, qui se déploie autant sur le plan spirituel que sur le plan scientifique, et même sur d'autres aspects de la vie. Alors, comment se porte l'équipe de recherche du silo? L'équipe de recherche du silo se porte très bien. Ouais. Je rappelle que nous avons eu beaucoup de fruits. De fruits. Des gens que nous avons formés, des thérapeutes que nous avons formés. Nous avons déjà eu à présenter sur les plateaux aussi les différents masseurs qui sont les fruits de l'équipe de recherche. Donc, l'équipe de recherche silo a pour objectif principal, c'est-à-dire l'usage du savoir-faire scientifique, spirituel et traditionnel pour le développement de la médecine. Et l'un des objectifs spécifiques, c'est de professionnaliser les acteurs de la filière, qui ne sont que les hommes surnaturels, des gens qui ont un grand potentiel, qui sont un niveau intellectuel ou pas, mais qui ont ce potentiel en nous. Voilà, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant,
c'est essentiellement les membres du silo qui font partie de cette équipe. Est-ce que vous avez fermé les portes? Non, nous n'avons pas fermé les portes. Nous avons eu les membres extérieurs. On a eu des membres. Si tu te rappelles, donc, ma soeur des eaux, que nous avons eu, un Bamoun, qui a fait ses preuves en mettant une femme de plus de 70 ans qui a eu une fracture, les os cassés, qu'il a remédié. Il était bien extérieur au silo. Il a beaucoup, avant d'être affecté à Fumban, il a milité longtemps avec nous. Il y a eu les biochimistes extérieurs au silo. Voilà, donc l'équipe de recherche silo est ouverte aux membres intérieurs comme extérieurs. Très bien. Alors, on va également s'attarder un temps soit peu sur la dimension même, la dimension du bien-être. Lorsqu'on parle du bien-être, peut-être que ceux qui nous regardent pour la première fois, ils veulent véritablement savoir de quoi il en retourne. Le vrai bien-être. Voilà, le vrai bien-être. Ça suppose qu'il y a peut-être un bien-être faux. Bon, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas apparent ou pas apparent. Nous avons développé un modèle de bien-être. C'est vraiment un modèle. Il y a plusieurs modèles de bien-être. Vous savez, la vie, c'est un choix. Mais c'est de même que Dieu a créé le bien et le mal. Je crois que nous sommes libres de choisir. Il y en a qui choisissent le mal, il y en a qui choisissent le bien. Bon, mais l'idéal, c'est de choisir le bien. Donc, il y a plusieurs modèles de bien-être, mais le modèle pour lequel nous militons, c'est le vrai. C'est un état optimal de bien-être. Donc, l'état optimal, quand vous êtes donc dans cet état optimal, vous pouvez vivre le plus longtemps possible sans tomber gravement malade. Et vous pouvez fournir maintenant le maximum de votre rendement. Et voilà donc le modèle pour lequel nous militons. Voilà. Et ce modèle passe donc à travers une bonne hygiène de vie. Qui suppose une hygiène du corps, une hygiène de l'âme et une hygiène de l'esprit. Et dans l'hygiène du corps, parce que notre but, c'est de promouvoir le bien-être globalement. Et nous vous donnons des éléments sur lesquels vous pouvez agir pour avoir ce bien-être. C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on parle de l'hygiène du corps. Dans l'hygiène du corps, nous avons 4 paramètres, 4 piliers sur lesquels on peut agir pour le tout. Il y a l'hydratation, l'eau. L'eau est très, tout le monde sait, l'eau est très importante, la consommation d'eau. Bon, peut-être les gens boivent parce qu'ils ont soif, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Nous devons boire, pas parce qu'on a soif, mais parce qu'on connaît le rôle que l'eau joue dans le corps. Non seulement l'eau favorise l'élimination des déchets, mais l'eau apporte beaucoup de sels minéraux. L'une des grandes sources du calcium, par exemple, c'est l'eau. L'eau minérale, bien sûr. Bon, quand on parle de l'eau, c'est de l'eau pure. Mais sachez aussi que vous pouvez avoir l'eau à travers les fruits, vous pouvez avoir l'eau à travers les légumes, vous pouvez boire l'eau à travers le thé. Donc, ce n'est pas l'eau nécessairement minérale qui sort dans une bouteille. C'est s'arranger à ce qu'on ait une eau pure, une eau non polluée, une bonne eau. Voilà. Donc, il y a l'hydratation, il y a la fonction respiratoire, la respiration. Il faut prendre le bon oxygène. Voilà, il faut rechercher l'oxygène, parce que c'est l'oxygène à travers la fonction respiratoire qui permet d'avoir l'énergie. Sur le plan métabolique, nous entrons déjà dans la science, ça dit le métabolisme, c'est le processus par lequel le corps transforme les nutriments en énergie. Pour que cette énergie ait lieu, il faut l'oxygène. C'est pour cela que Dieu a créé, nous avons peut-être plusieurs paramètres, le nez par lequel les poumons qui filtrent, ça c'est pour que le corps ait cet oxygène pour pouvoir fonctionner. Et nous devons veiller donc à ce que cette fonction respiratoire soit le plus efficace possible. Bon, on ne va pas s'atteler sur les méthodologies, mais on avance. Voilà, il y a la fonction nutritionnelle, l'alimentation. La bonne alimentation. La bonne alimentation. Équilibrée et saine. Voilà, pas manger parce qu'on a faim, parce que c'est bon, mais parce que ça nous apporte les nutriments. C'est à travers l'alimentation que nous avons tous les éléments actifs qui permettent au corps de vivre. Et dans l'alimentation, il y a même une sorte d'art, l'art de manger, qui est beaucoup plus culturel. L'agencement, oui, elle est culturelle, mais on doit de plus en plus aller vers les bonnes cultures. C'est-à-dire que si vous regardez, il y a des cultures qui agencent mal la nourriture, il y a des cultures qui agencent bien, donc de plus en plus, on va vers les trucs. On fait une observation, on se rend compte que dans telle tribu, les gens vivent le plus longtemps possible sans tomber malade. On s'en va voir comment ils s'alimentent et on copie. C'est les recherches qui se font sur le plan nutritionnel. Le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, à l'heure actuelle, on est à la quête. Quand on voit quelqu'un, qu'est-ce qui fait sa force? Ce monsieur, il a
a vécu 120 ans, 150 ans. Quel était son secret? Quel était son secret? Et on puise des éléments positifs maintenant pour venir agencer. C'est ça la nutrition. C'est pas nécessaire. Quand on dit culturel, c'est pas que dans la région où il n'y a que le couscous, on va se bourrer du couscous. Non, on doit savoir que le couscous a des effets négatifs et pouvoir compléter avec le bongo qui vient d'ailleurs. Ça, ce n'est qu'un exemple. En dehors de ça, il y a le sport. Il y a le sport, voilà. Le sport, tout le monde. Aujourd'hui, vous n'allez qu'à aller un samedi au palais de congrès, vous allez voir que tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, on parle de la sédentarité a tué tout le monde. C'est à l'origine de la plupart des maladies qui déciment les gens, les cardiovasculaires, les maladies cardiaques. C'est que sur le plan classique, la médecine classique encourage donc le sport, les mouvements. Donc, quand on dit sport, c'est pas nécessairement mettre un short et se mettre en route en train de courir. Rien que vos petits mouvements que vous faites dans le jardin, laver la voiture, aller au marché, aller au bureau. Voilà, bien sûr qu'un sport bien agencé par un spécialiste favorise la fonction respiratoire. Alors, que si vous l'appelez au lycée, on va dire expirer, respirer, expirer. Ça, c'est des méthodologies pour avoir le mal. Ça dit que pour s'entraîner à bien respirer. Voilà. Donc le sport favorise la fonction respiratoire qui vous permet d'avoir le maximum d'oxygène. Ça, c'était les quatre piliers, n'est-ce pas? Ensuite, le sport aussi favorise la relaxation, la décontraction musculaire qui favorise la relaxation, qui est très importante pour la santé mentale. Voilà, ça enlève le stress. Voilà, on va voir avec le spécialiste en spiritualité, on va dire l'hygiène de l'âme et du corps. Oui, Guy, tout à l'heure, monsieur Talley parlait du sport qui rentre également dans l'hygiène pour un bon spirituel. Déjà, ce sport, cet exercice qu'on fait favorise la circulation d'énergie dans le corps et quand cela est fait, nous sommes bien portants sur le plan du corps, énergie sur le plan de l'esprit. Et de ce fait, nous sommes à l'abri d'un certain nombre de choses et plus nous sommes dans cette activité, plus notre corps énergie est alimenté, plus nous sommes auréolés, plus nous avons le bien-être. Voilà, on parle également des autres entités en dehors du corps. Il a parlé de l'âme et de l'esprit. Alors, véritablement, comment retrouver une bonne hygiène de l'âme? Oui, retrouver une bonne hygiène de l'âme, on nourrit l'âme par les pensées positives. Retrouver une bonne hygiène de l'âme signifie qu'on a pris conscience d'un certain nombre de choses dont on doit éviter sur le plan physique, c'est-à-dire éviter de proférer des mauvaises paroles, éviter par exemple de s'embriffrer de trop d'alcool, éviter, bref, tout ce qui excite le corps pollue l'âme. Donc on évite un certain nombre de choses, notamment pour l'âme, les mauvaises pensées. Voilà, autant il faut éviter certaines choses, mais il y a des choses à développer, non, pour, on va dire, nourrir notre âme. Oui, bien évidemment. Nous devions, ce qu'il y a à développer, c'est la bonne attitude. Il faut développer en soi le calme, la positivité. Quand on est dans la positivité, on a une hygiène de l'âme. On a notre âme qui est bien portant. Mais quand on est dans le désordre mental et autres, ça contribue à polluer l'âme. Tout à l'heure, nous allons arriver au niveau des esprits, on pourra bien... Voilà, on revient avec M. Talley, avant de prendre le côté esprit. Voilà, l'âme, véritablement, c'est un travail sur lequel vous attendez beaucoup. Nous avons seulement choisi des paramètres sur lesquels on peut agir. Oui, parce que l'intérieur est très difficilement scannable. C'est un univers pas cerné. Tout le monde se concentre sur le physique et sur le corps physique. Même quand on parle de l'hygiène, les gens peuvent courir à la douche pour se savonner parce qu'ils croient qu'on parle de l'hygiène du corps, c'est de rendre le corps propre. Mais alors que nos pensées parfois viennent salir. Donc l'hygiène de l'âme, c'est tout un ensemble de choses. Bon, nous avons des critères, un ensemble de choses sur lesquelles on peut agir. Il y a l'estime de soi, par exemple. Ça, c'est un élément très important où, si vous ne prêtez pas attention, vous allez polluer votre âme. Il en a parlé tout à l'heure, mais nous revenons un peu clarifier. Il y a l'estime de soi. Donc vous devez vous accepter. Quand vous vous acceptez, automatiquement, vous ne pouvez pas ne pas accepter l'autre. Absolument. Si vous vous acceptez, vous vous connaissez, vous ne pouvez pas
envier l'autre. Hein, et c'est cette envie qui pousse les gens à sortir d'eux-mêmes. Voilà. Hein, à manifester, la jalousie, à la manifester méchanceté, la haine. Hein, vous trouvez que votre proche a plus que vous. Dieu lui a tout donné, il ne vous a rien donné. Et du coup, vous maudissez même Dieu. Vous maudissez même Dieu. Vous êtes venu faire quoi sur la terre? Vous êtes venu accompagner les autres. Voilà, l'autre, il est dans sa voiture. Qu'est-ce que je fous ici? Là, il y en a qui te disent que voici que je suis en train de mourir. On va dire que j'ai fait quoi? Donc, il y a tous ces éléments de choses vraiment qu'il faut. C'est parce que vous ne vous acceptez pas. Vous l'estimez. Dès que Dieu a créé les gens, dès qu'on parle de l'identité remarquable, A ne sera jamais B, B ne sera jamais A. C'est que vous avez en vous un certain nombre de trésors. Parfois, c'est un trésor qu'on n'a pas mis en valeur. Oui. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui envient l'autre ont un potentiel plus élevé. Vraiment, si on pouvait mener une enquête, vous allez voir que tous les gens qui ont la haine là, c'est des gens qui ont plein de choses en eux, mais qui ignorent. Ils ignorent qu'ils ont plein de choses. Ils ne peuvent pas mettre en valeur. Et ils s'en vont voir la pacotille sur l'autre. Ils envient la pacotille. Voilà le fond du problème. Manque de connaissances. Manque de connaissances. Il faut s'accepter. Ça veut dire que c'est un chantier auquel chacun doit vraiment s'y mettre. Si Dieu vous a créé noir, il sait pourquoi il vous a créé noir. Ouais, que Dieu est tellement fort, c'est un alchimiste. Quand il va dans les pays tropicaux où il y a trop de soleil, il rend les gens noirs. Parce que c'est là-bas qu'il y a la synthèse de la mélanine. De la mélanine et même de la vitamine D. Vous voyez, c'est compte tenu de votre environnement qui vous rend noir. Maintenant, là où en hiver, où il n'y a pas assez de soleil, il crée une peau blanche. Donc, ça ne sert à rien que vous soyez dans le chaud et vous cherchez à être blanc. Ça va vous créer les problèmes dans l'absorption du calcium. Donc, il faut s'accepter. Et quand vous vous acceptez, vraiment, vous ne pouvez ni avoir la jalousie, ni avoir la haine, vous allez accepter les autres. Et c'est cela véritablement l'hygiène. Oui, c'est la clé. C'est la clé vraiment de la vie. Quand vous voyez les gens sortir d'eux-mêmes là, c'est qu'ils ne s'acceptent pas. Voilà, prenons la suite. Vous voulez parler de l'estime de soi. Oui, il y a l'estime de soi, il y a l'amour propre. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Et il faut aimer les autres. Très bien. Vrai amour. Voilà. Bon, peut-être l'amour de Jésus-Christ, l'esprit. Bon, l'amour, c'est l'amour. Donnez-lui la forme que vous voulez, mais que ce soit un amour pur. Pas l'amour matérialisé, parce qu'aujourd'hui... Non, mais est-ce que l'amour matérialisé, c'est l'amour? Bon, parlons de l'amour pur. Oui, mais allez demander, pour ceux qui nous écoutent, ils savent que si on ne donne pas aujourd'hui, on n'aime pas. Vous n'avez qu'à entendre dehors, la femme va dire mon mari n'aime pas parce qu'on ne lui a pas acheté. Mais si les mails allaient donner, M. Talley, ça c'est clair. C'est pas une question. Si les mails allaient donner. Alors, on revient. Moi, j'insiste qu'il ne faut pas matérialiser l'amour. Quand on parle de l'amour, l'amour doit être sans retour. Mais vous savez que nous sommes sur un monde physique. Les choses doivent se matérialiser. Nous sommes en train de vous donner les éléments qui vont vous permettre à votre âme d'être tranquille, sinon vous allez polluer l'âme et vous n'allez jamais avoir En tout cas, parlons de l'amour désintéressé. Voilà, l'amour désintéressé. Pardon, apôtre, nous parlons de l'esprit. Oui, nous parlons de l'esprit, mais par rapport à l'équilibre de l'âme. Étant donné même que cet amour dont M. Talley fait allusion, c'est le plus dur à avoir, c'est le plus dur à manifester. Parce qu'en amont, cet amour, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire, pour que vous puissiez la manifester, il faut que Dieu vous ait doté de ce don. De ce fait, je veux donc conseiller à nos téléspectateurs de rechercher simplement la joie, de rechercher la paix en soi. Quand on a la paix, on entretient mieux notre âme. Et quand notre âme est entretenue... Même si les enfants n'ont pas mangé, on aura toujours la paix. À ce niveau, quand on recherche la paix, quand on recherche la joie, étant donné que Dieu a la nature qui pourvoit, il suscite. Ce qui fait donc... il peut pourvoir. Oui, il pourvoit pour vous. Parce qu'en étant dans la joie, en étant dans la paix, vous faites ce qui lui plaît. Et quand vous faites ce qui lui plaît, forcément, il doit pouvoir pour vous. Ça, c'est clair. C'est une compréhension qu'il faut avoir. Moi, je veux rappeler à Jean Calis que la paix et la joie est la résultante de l'hygiène de l'âme. C'est-à-dire, si vous avez l'estime de soi, si vous avez l'amour, si vous avez la foi,
la joie. Voilà, c'est pour ça que nous venons sur ces détails-là. Hein, donc rechercher la joie, rechercher la paix, c'est de cultiver, c'est de veiller à ce que tous les éléments, les facteurs qui entrent aient lieu, automatiquement ça s'ensuit. Mais il y a un autre paramètre qui peut venir encore noircir la joie, ce sont les émotions négatives. Ça veut dire, si vous n'avez pas la maîtrise, malgré ce que vous faites, ça va venir encore, c'est comme si on vient mettre le pétrole sur le feu. Donc si vous ne maîtrisez pas la colère, si vous ne maîtrisez pas la peur, si vous ne maîtrisez pas tout cet ensemble de choses, ça va noircir. Hein. Vous n'aurez jamais la paix, vous n'aurez jamais la joie. Très bien. On voulait aborder là l'aspect esprit. C'est vrai que l'âme même déjà n'est pas maîtrisable. L'esprit encore moins. Oui, l'âme, au niveau de l'homme. Si j'ai parlé de la paix, si j'ai parlé de la joie, c'est pourquoi? C'est parce que cette âme, notre âme, c'est ce qui nous permet d'être en communion avec les éléments qui nous environnent. Ce qui fait donc que si nous n'avons pas cette paix, cette joie, qui en somme permet à l'amour de Dieu de nous pénétrer, nous ne pouvons pas communiquer avec les éléments de notre environnement. Très bien, c'est les éléments que nous donnons à nos... Oui, si je prends donc sur cet angle, c'est pour que M. Talley comprend que nous ne sommes pas dans une contradiction, mais la joie, la paix invite forcément l'amour. Voilà. Maintenant, qu'en est-il de l'entretien de l'esprit? L'entretien... Est-ce que ça demande les prières au quotidien, les méditations? Oui, la méditation, la prière même d'abord, c'est quoi? Puisqu'il faut d'abord, pour ceux qui nous écoutent, savoir d'abord ce que c'est que la prière et quel est le but de la prière par rapport à l'entretien de l'âme et de l'esprit. Vu que je définis la prière ici étant comme pour quelqu'un qui a pris conscience qu'il doit à chaque seconde et à chaque tiers rechercher une nouvelle énergie. Et quand on a cette nouvelle énergie, ça doit servir à quelque chose. Donc, c'est pourquoi la définition... Mais quand vous parlez de nouvelle énergie, est-ce qu'il va sentir que l'énergie lui manque au point où il faut rechercher à tout moyen? Parce que prier véritablement, se sentir tout son être vibrer dans la joie et dans l'harmonie divine. Alors, si vous priez et qu'il ne se passe rien en vous, ça veut dire que vous êtes coupé de la vraie source. Mais on ne va pas s'arrêter de prier, même si on ne sent rien, on va continuer. Jusqu'à ce qu'un jour, cela arrive. Maintenant, si vous priez et que vous ne ressentez rien, faites donc recours aux spécialistes pour comprendre pourquoi vous priez et vous ne ressentez rien. Alors, ça veut dire que votre âme, votre esprit est coupé de la source. Voilà. Et c'est là que le facteur envoûtement et autres intervient. Voilà, ce n'est pas encore... le thème, M. Talley, nous parlons de l'esprit, l'hygiène de l'esprit. Une notion aussi qui n'est pas aisée à comprendre. On peut quand même avoir des attitudes pour... Il y a vraiment... L'âme et l'esprit sont deux entités liées. C'est ça que vous allez voir que les deux, on ne peut pas parler de l'âme sans parler de l'esprit. Mais on peut quand même parler de l'un sans l'autre. Mais généralement, on voit que l'esprit est un peu l'antichambre de l'âme. C'est un peu ça. Donc, quand on parle de l'hygiène de l'esprit, généralement, nous voyons deux choses. Il y a la bonne moralité, il y a la moralité qui intervient, il y a la gestion des émotions. Voilà, dans la gestion des émotions. Donc, c'est ici que nous interpellons les nôtres à éviter toute forme d'émotion négative. En tout cas, et ensuite à cultiver les émotions positives, à cultiver la joie. Et quand vous cultivez les émotions positives, automatiquement vous entrez dans la joie, vous entrez dans l'harmonie. Et la paix s'installe. Voilà. Et là, j'en profite pour revenir sur la notion de prière. Bon, on va y revenir tout à l'heure. Mais je vais tout simplement attirer l'attention des gens sur un fait. Bon, en spiritualité, on va parler de prière, mais d'autres personnes vont parler de méditation. Bon, ou bien dans la méditation, je crois que l'objectif c'est de se connecter à Dieu. Mais le rôle de la méditation, c'est de favoriser la relaxation. Et plus on est dans la relaxation, plus on peut se connecter à l'être suprême. Plus on est dans la relaxation, plus on libère. Quand on va aborder les notions sur la santé mentale, on voit que la relaxation favorise donc le détachement, un ensemble de choses. Et par là maintenant, on peut aller faire. C'est ça qu'il y a plusieurs techniques.
Quand on parle de prière, vous allez voir que c'est selon les congrégations religieuses. Le musulman ne prie pas comme le chrétien. Et même dans la religion chrétienne, le pentecôtiste ne prie pas comme le catholique. Chacun a sa méthode. Dans les méthodes vivantes, les méthodes mortes. Les méthodes mortes, tout dépend de l'engouement de chacun. Il y en a qui ont le sang chaud. Ça veut dire que s'il n'y a pas le tam-tam, il ne va pas prier. Il y en a qui préfèrent, même dans l'église catholique, vous allez voir dans les cantiques élevés, il y a les cantiques doux. Bon, peut-être une influence en fonction de l'état de l'esprit de ceux qui réceptionnent cet ensemble de choses. Merci pour ce moment on va dire quoi, de recadrage par rapport, n'est-ce pas, à notre vision, n'est-ce pas, du vrai bien-être. Nous allons demander à la technique de caler l'élément espace innovation afin que nous attirions comme ça l'attention de ceux-là qui ont des produits innovants, des idées nouvelles, pourquoi pas, à venir dans cet espace, les présenter. Après donc cet élément, nous revenons sur ce plateau. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée innovante? Avez-vous un produit innovant? Chercheurs, inventeurs, voici votre plateforme. AC Nova. Pour une grande visibilité, contactez-nous au 674 84 58 85. Espace offert par l'ASCAP. Avez-vous une nouvelle découverte? Avez-vous une idée innovante? Avez-vous un produit innovant? Chercheurs, inventeurs, voici votre plateforme. AC Nova. Pour une grande visibilité, contactez-nous au 674 84 58 85. Espace offert par l'ASCAP. Bien, nous venons sur ce plateau, c'est l'émission Le Vrai Bien-être LVB. Nous sommes, n'est-ce pas, dans notre espace innovation. C'est allé. On a des produits innovants sur la table, comme d'habitude. Je vois là on va dire quoi, des légumes verts. Voilà, il s'agit de feuilles de manioc séchées. Voilà, peut-être que la technique va nous permettre. C'est les feuilles de manioc séchées. Voilà, c'est ce qu'on appelle le quem. Oui, le quem. C'est dans le centre ici. Le quem, dans le centre, c'est qu'on a pilé. Peut-être c'est une forme de nourriture, mais ici nous avons les feuilles de manioc séchées simplement. Et j'attire l'attention des gens sur la valeur nutritive des feuilles de manioc. Déjà, vous avez entendu parler du moringa. La valeur nutritive des feuilles de manioc, c'est une étude qui a été faite par un chercheur canadien, se rapproche du moringa. C'est pour ça que vous allez voir sur le marché, la plupart des gens, même à partir du moment où le moringa est rare, ils mélangent même, ils croient même tromper, mais ils ne trompent personne parce que vous avez les mêmes. Parce que l'équivalence. Voilà, vous avez l'équivalent. Donc c'est vraiment, les feuilles de manioc sont très riches. Tout à l'heure, on parlait de la nutrition, aspect culturel. Il faut vraiment s'inspirer des autres. Si vous regardez les Congolais et puis les gens du sud ici, leur principale nourriture, c'est manioc et feuilles de manioc. Ils ne varient pas comme les autres. Mais moi, je me pose la question. Ces tubercules, la feuille et tubercules de manioc, à l'origine, l'Afrique ne connaissait pas cela. C'est venu, n'est-ce pas, avec la colonisation. Peut-être que l'histoire n'en dit pas beaucoup, mais c'est venu depuis les Amériques là-bas. Oui, mais Guy, les choses ont toujours été faites comme ça. Vous avez des plantes qui sont venues d'ici, c'est un inter-échange. Il y a aussi des choses qui sont parties d'ici pour ailleurs. Donc l'origine nous importe peu. Alors, lorsque le Canadien... Ce qui est important, le Canadien, c'est un chercheur. Est-ce que les nôtres ont cherché à confirmer? Parce que c'est vrai qu'on peut prendre ce qu'il dit là comme hypothèse. Dans tous les mais cas, il faut que les nôtres fassent aussi des recherches dans ce sens. Est-ce que les nôtres ont la capacité? Est-ce qu'ils ont les outils pour pouvoir... Il y a le centre Pasteur, non? Oui, mais le centre Pasteur, qui oubliait. Le centre ne fait pas des analyses biochimiques. Nous sommes dans la biochimie. Ils font beaucoup plus. Quand je vais dire doser toute la composition, ce n'est pas le rôle. Ils sont dans les microbes et un ensemble de choses. On n'a pas de laboratoire biochimique très développé. Peut-être Ngaoundéré, l'INSIAC, on va avoir les trucs. Bon, pour le moment. Impulser cette démarche-là, M. Calais. Dans tous les cas. Pour qu'on s'assure que ça... Mais il y a une opportunité qu'on a ratée ici au pays.
Moi, j'étais porteur d'un projet. Moi, j'étais éligible à Point Invest, où les experts ont voulu installer un laboratoire d'analyse biochimique ici au Cameroun. Mais j'ai fait la ronde, je suis allé à l'IRAD, je suis allé au Centre Pasteur qu'on ne nous a même pas reçu. Ils ont transposé le projet hors du Cameroun. Et je crois que ça a été installé au Gabon. C'était un projet que le Cameroun était bien positionné pour pouvoir réceptionner. Peut-être vous avez été victime de MAPA. MAPA est là-dedans, quoi? N'est-ce pas? Dans tous les cas, j'étais avec les spécialistes, il n'y a pas. Bon, quand quelqu'un te dépasse, il faut porter son sac. Très bien. Les Canadiens ont des outils super. Oui, mais nous, on doit confirmer, parce que c'est nous qui consommons. Quand vous dites nous, interpellez ceux qui ont ce couloir. Il y a des chercheurs à l'IRAD, il y a des chercheurs partout. Oui, nous en parlons de ça pour que... Dans tous les cas, c'est pas mon rôle, c'est de sécher. Et d'en parler. Très bien. À côté des feuilles de manioc. Oui, mais j'attirais l'attention des gens sur les feuilles de manioc. Et les feuilles de manioc sont très riches, surtout les femmes. Moi, quand nous étions à Chopin, à Bamandjou, les femmes, on a noté une carence notoire en calcium magnésium chez les femmes. Je leur ai posé la question, mais quel est tout, vous avez les feuilles de manioc, pourquoi vous ne les consommez pas? Bon, vous savez qu'à l'heure du pays, c'est... Oui, mais ils doivent s'habituer, ils doivent consommer les feuilles de manioc. J'attire l'attention de tous ceux qui nous écoutent, surtout les femmes qui ont des carences, qui ont beaucoup de problèmes, de tout, qui consomment des feuilles de manioc. Non, c'est vraiment ça. Il paraît qu'elles contiennent aussi beaucoup de fer. Oui, il contient de fer. Bon, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est beaucoup plus cette dans tous les cas, les feuilles de manioc sont un peu comme le moringa, donc ils ont un ensemble d'éléments actifs qui agissent en interactif. C'est-à-dire que quand vous prescrivez par exemple seulement un complément de calcium-magnésium, bon, le calcium-magnésium n'est efficace que quand il se retrouve dans un inter avec d'autres éléments. Vous avez la chance que dans les feuilles de manioc, il y a tous ces éléments. Donc en les consommant, vous êtes sûr d'avoir une bonne absorption, d'avoir une bonne assimilation. Voilà, il faut donc les consommer, constamment. Voilà. Vous savez que dans certaines familles, lorsqu'on a parlé les feuilles de manioc, c'est que les parents étaient foirés, quoi. Ça, c'est ce qu'ils se disent. Mais nous ne sommes pas là dans les trucs. C'est pour ça que nous avons attiré l'attention des gens que bien manger ne suffit pas de manger ce qui est bon dans la bouche. C'est de chercher. Bien sûr qu'il faut rechercher le goût, mais il faut aussi mettre l'accent sur la qualité nutritionnelle. Merci. On peut passer au riz, le riz complet. Le riz étuvé, le riz complet. Vous avez deux variétés en face de vous. On voit le rouge et vous avez le riz brun. C'est tout le riz brun et le riz blanc, de deux origines différentes. Vous avez le riz brun qui sort de Tonga. On l'appelle à Tonga le riz des diabétiques. Bon, de telle manière que sur les marchés, les bons portants se demandent même s'il faut consommer. Oui, parce que c'est le riz des diabétiques. On a appelé le riz des diabétiques à cause de sa richesse, c'est tout simplement. Vraiment, cette variété de riz, il est plus riche en magnésium. Donc j'attire les gens de tout. On dit riz des diabétiques parce que à partir du moment où c'est un riz complet très riche, quand les diabétiques mangent, ils ne ressentent pas beaucoup d'effets négatifs. Les diabétiques sont tels que quand vous prenez le riz blanc, quand ils mangent, automatiquement les taux de glycémie avancent très vite. À cause de leur taux Alors, je vais revenir sur le riz complet pour parler. Vous savez, beaucoup de gens ont entendu parler de la maladie Beriberi. C'est Beriberi, c'est une maladie qui est survenue quand le phénomène de polissage du riz est arrivé. Quand on a inventé les machines pour polir le riz, beaucoup de gens étaient atteints de cette maladie de Beriberi, qui n'est qu'une carence en vitamine B1. C'est là où il y a même eu l'origine de l'invention de la découverte de la vitamine B1. Donc quand vous avez le riz blanc pollué, il est vraiment vide de nutriments. Donc quand on parle de riz complet, c'est un riz qui a tous ces nutriments. Donc l'étuvage, c'est un processus qui favorise la migration des éléments actifs qui sont dans la coque du riz vers la pulpe. C'est ça que vous avez le riz complet. Le riz étuvé est vraiment un exemple de riz complet. Déjà, quand on étuve le riz, le décortiquage devient facile. Donc, il suffit de piler un tout petit peu. Donc vous pouvez décortiquer sans toucher la film plastique qui contient, je vais dire l'élément, l'enveloppe qui contient beaucoup de vitamines. Donc c'est un riz riche. Le riz brun est plus riche que le riz blanc. Donc vous avez le blanc qui est un riz parfumé naturel venant de Yagua. Donc, il y a des variétés de riz parfumés naturellement qui sont cultivés ici chez nous. Nous sommes en train de les développer. On a le riz brun de Tonga et le riz
blanc, origine Tonga. Mais je vous rappelle que nous développons le riz de toutes les rizières qui existent au Cameroun. Donc vous avez le riz venant de Ndop, vous avez le riz venant de Fumbot, il y a aussi des rizeries à Fumbot, vous avez le riz venant de Yagua. Et Tonga. Le riz de Tonga que je présente et le riz venant de Gawa aussi, ainsi de production. Donc le projet CD2 pour lequel nous militons, que nous portons, nous sommes en train de développer toutes les variétés de riz. Vous savez, le riz camerounais n'est pas beaucoup consommé par ignorance. Oui. Et nous sommes en train donc de sortir le truc. Venez découvrir. Vraiment, dans le truc, vous allez les découvrir. Et ils se trouvent à Mahima. Vous allez trouver Mahima les distribue déjà en grande quantité. Vous pouvez les avoir. En attendant qu'on les dispatche dans la plupart des grandes boutiques. Alors, lorsqu'on a donc ce riz, véritablement, quel est l'apport pour peut-être les plus jeunes ou les plus âgés? C'est vrai qu'on a parlé de cet aspect complet. Oui. Quel est l'apport par rapport au riz blanc? L'apport par rapport au riz blanc, je vous ai dit que le riz poli perd ses vitamines. Donc ça, c'est un riz complet qui conserve encore toutes ces vitamines. Donc à conseiller, à conseiller à tout le monde. C'est pas seulement le riz des diabétiques, c'est le riz de tout le monde. Déjà la prévention, plus nous conseillons aussi sur le plan nutritionnel, on conseille les éléments à haute valeur nutritive comme le riz complet. Donc il ne faut pas manger inutile. Déjà, quand nous avons la force de maladie, le stress oxydatif, la destruction des cellules par l'oxygène, l'excès de bouffe, surtout bouffer les éléments vides en nutriments, favorise la destruction de nos cellules, de nos organes. Il faut veiller au choix de ce que nous mangeons. Alors, c'est vrai, vous avez dit où est-ce qu'on peut les trouver. Et le prix est abordable, vous savez que... Il y a aussi une notion de prix dans tout ça. Il y a une relation entre le prix et la qualité. Le kilo est à 1000 francs, en gros il est en dessous de 1000 francs. Voilà, mais nous sommes en train de travailler. Moi je rappelle aux téléspectateurs, parce que beaucoup de gens se posent des questions. D'ailleurs, qu'il n'est même pas cher. Le riz parfumé, je crois que venant de l'extérieur coûte 1000 francs. Pourtant, c'est même pas étuvé. C'est le riz de tout, mais vous avez en plus étuvé, mais il coûte le même coût. Dans le tout. Donc, au fur et à mesure que le Cameroun va étendre les rizières, à baisser le coût. Absolument. Donc, nous sommes en train de lutter pour baisser le coût de ces riz. Plus nous allons monter vers la production à grande échelle, plus nous allons baisser le coût de ces riz. Et heureusement que vous avez aussi les sous-produits de ce riz. Oui, nous avons les sous, vous avez les sablés au riz. Donc, au cours du décortiquage, il y a les brisures de riz que nous utilisons pour incorporer dans les sablés que vous voyez là devant. Donc, le sablé, en plus du riz étuvé, nous avons incorporé les fruits de baobab et le jujube. Donc, c'est un bon grignotage. Mais pour ceux qui souffrent de l'obésité, généralement, on vous empêche de grignoter ou on vous prescrit les coupes-fins. Donc c'est un bon coupe-fin, c'est un coupe-fin utile parce qu'il est riche en antioxydants avec les deux sous-produits, avec les deux fruits forestiers non liés. Il ne favorise pas la prise de poids. Non, au contraire. Au contraire, quand je parle de bon grignotage, c'est que quand vous êtes obèse, on vous appelle de grignoter. Mais si vous pouvez grignoter quelque chose de riche. Voilà. Je crois qu'on aura tout dit, sauf qu'on ne sait pas à quoi servent les produits après décortiquage. Ces déchets-là, vous les brûlez? Non, il va dans l'alimentation. La poudre va dans l'alimentation du bétail. On peut les utiliser aussi pour la culture des champignons. Dans le tout. On peut les utiliser aussi comme combustible. Donc nous sommes même à l'heure actuelle en train, l'un de nos projets, c'est de valoriser tous les produits, en train de concevoir des foyers qui vont nous permettre d'utiliser ces déchets pour pouvoir sécher encore le riz. Alors, et le programme CD2 par rapport au riz, ça évolue? Oui, on est déjà en fin de, je crois, le projet était supposé être terminé au mois de juin, mais ils ont fait une prolongation. Oui, mais nous sommes en train de lutter dans tous les cas. En ce qui nous concerne, tout est positif. Nous espérons. Je crois que le temps était très court, mais je crois que d'ici un an de plus, vous aurez le taux de consommation du riz étuvé camerounais sera très important. Voilà. Déjà que de plus en plus à Mahima, la demande est importante. Nous avons de la peine. Les gens doivent comprendre que construire un marché, c'est difficile. C'est dit, c'est en communiquant tel que nous sommes en train de faire que les gens se rendent compte de la valeur des produits que nous avons localement. Sinon, les gens sont beaucoup plus ignorants vis-à-vis des produits tels que vous voyez, le riz complet. Donc, quand on parle de riz complet, généralement, les gens ne comprennent pas. C'est complet, pourquoi? On dit complet tout simplement parce qu'il est plus riche en nutriments. Voilà, il a tous ces éléments et
très important, n'est-ce pas, pour la santé. Hein. Avec le riz complet, on est à coup sûr en train d'éviter l'obésité, n'est-ce pas, qui gagne nos villes et même nos campagnes, puisque essentiellement les gens ne consomment que le riz blanc, n'est-ce pas, un riz, on va dire, dévitalisé, un riz vide vraiment de tout nutriment. C'est rien que l'amidon, et seulement l'amidon, hein, et ceci favorise davantage le ballonnement. On a un appel insistant, je crois qu'on va prendre cet appel. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, seulement qu'on ne vous écoute pas très fort là. Allons-y quand même. Oui, je suis en train de vous écouter depuis là. Oui. J'ai une préoccupation par rapport au riz que monsieur vient de parler là. Allons-y rapidement. Le riz se vend sur le marché. Oui, vous allez le trouver à Maïma. Le riz étuvé du Cameroun. Précisez bien le riz étuvé du Cameroun parce qu'il y a le riz étuvé qui vient de l'extérieur. D'ailleurs, il coûte plus cher. Pourquoi l'oncle Benz, le kilo est autour de 2000 francs. Oui, oui. Voilà, et donc à Maïma, vous allez préciser le riz étuvé du Cameroun. Également. Ok, merci monsieur, vraiment parce que... Mais vous pouvez aussi nous sommes appelés aussi à utiliser les choses qui viennent de nous. Hein. Oui, voilà. C'est même ça qui est préconisé, hein, la consommation locale. Vous pouvez la voir aussi dans nos vitrines, hein, qui sont, nous avons les vitrines à monter, montées par la FIFI. Vous avez le numéro de téléphone qui va se présenter vers la fin, vous pouvez appeler pour voir, pour vous approvisionner. Voilà. Alors, monsieur Diallo, on n'a pas demandé quelque chose. Hein. Est-il bio? Bien sûr. À 100%? Oui, mais le bio, je te rappelle, le bio, la notion de bio est législative, il est naturel. Non. Le bio est législatif. Tant que vous n'avez pas la certification biologique, vous ne pouvez pas marquer sur vos produits bio. Là, ça c'est notre marketing. Non, mais est-ce qu'il est naturel? Est-ce qu'il est naturel? Voilà, c'est la question. C'est l'essentiel. Merci donc, hein, vraiment, cette page, hein, sauf si la peau des gens calices voulait dire quelque chose par rapport à cette présentation. Il est véritablement conseillé de manger local, hein, et nos produits naturels sont plus sûrs. Bien évidemment. Mais ce que je voulais demander à M. Talé, il est bien vrai, on dit nature. Bon, quand j'entends par nature, quand on dit étuvé, ça veut dire que ça a subi tout de même une transformation. Mais qui n'est pas chimique. Bon. Nature, mais tout de même, chimique, hein. ça doit jouer certainement sur des nutriments. Je vous rappelle très rapidement la transformation que ça a subi. Alors, l'étuvage, c'est un processus. Premier processus, c'est qu'on trempe le riz, on le décante, on enlève les déchets. Le riz pas dit, c'est-à-dire qu'il y a encore sa coque. Deuxième phase, on le trempe pendant 24 heures dans une eau bouillante à 80 degrés. Une température qui ne détruit pas les nutriments. Mais un peu plus cuit. Ensuite, c'est maintenant, après dans ce trempage, on passe à la vapeur. On passe donc le riz à la vapeur. Au cours de ce passage, donc, nous avons un complexe d'étuvage. Le riz s'éclate. Il s'éclate. Sans ajout chimique. Sans ajout chimique, il s'éclate. Donc voilà le processus. Donc ce n'est pas un processus de broyage et le truc. Ensuite, on décortique. Maintenant, au cours du décortiquage, le décortiquage devient facile. Donc quand je vous dis qu'il suffit de cogner un tout petit peu, il s'ouvre. Donc dans la machine, la peau sort rapidement. Ça va enlever la film, couche, je vais dire l'enveloppe qui contient beaucoup de nutriments. Monsieur Talé, on ferme la page, hein, simplement peut-être pour signaler, il n'y a pas longtemps, vous avez fabriqué une machine qui décortiquait ou qui faisait le tri, je ne sais plus très bien. Oui, non, ça c'est un calibreur de riz. Oui. Quand on décortique, il trie alors? Il trie. C'est-à-dire quand le riz sort de la machine, il y a des riz cassés, il y a de plusieurs formes. Nous avons donc fabriqué un calibreur qui permet de sélectionner les tailles du riz. C'est dans le truc, ça entre dans notre projet, hein, dans le truc. C'est pour ça que vous allez dans le projet CD2. Dans le projet CD2, vous allez voir que ce riz, vous avez des grains entiers. Il y a parce qu'il y a eu tri. Voilà. Il y a un tri, je vais dire un tri un peu artificiel, automatisé, hein, parce qu'on peut faire ce tri à la main. Alors, M. Talé, c'est considéré comme un génie du quotidien ou tout simplement comme un génie? On ne peut pas mettre les chapeaux sur sa tête et déclarer qu'on est chef. Considérez-moi tel que vous me voyez. En tout cas, vous êtes ingénieur, M. Talé. Fabriquer une machine industrielle, ce n'est pas donné à tous. Hein. Dans tous les cas, ce n'est pas... je suis en train d'encourager, on en a discuté sur ce plateau, il est question que si le Camerounais ne se prend pas en charge sur le plan économique, il y aura désastre.
Ça veut dire que nous devons passer, les ingénieurs qui sont dans les écoles, ceux qui sont sur le terrain, doivent penser à concevoir les machines pour la transformation des produits locaux. Mais vous en concevez déjà. Peut-être que les hommes d'affaires qui sont plus nantis peuvent venir vers vous, n'est-ce pas, pour que la multiplication soit à grande échelle. Cas, nous sommes fluides. Nous sommes là pour développer la technologie. Très bien, très bien. J'espère que ça entre dans des oreilles, n'est-ce pas, attentives. Très bien, sans tarder, nous rentrons à notre sujet central. Nous parlons de l'envoûtement comme force de maladie. Et ça rentre, n'est-ce pas, dans la ligne, n'est-ce pas, déjà dessinée depuis quelques semaines. Nous parlions des 6 forces de maladie qu'on a développées sur le plateau et on venait, n'est-ce pas, pour conclure avec la 6e force. Monsieur Talley, peut-être qu'on va rappeler les 6 forces, déjà les 5 forces qu'on a développées auparavant. 5 forces, oui. Donc les 5 forces, il y a la malnutrition, il y a le stress oxydatif, il y a les troubles du métabolisme, il y a l'inflammation, et il y a la détoxication. La désintoxication, les problèmes d'élimination. Ensuite, la 6e, c'est l'envoûtement. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs que les forces de maladie sont des éléments précurseurs qui viennent un peu avant la maladie. C'est des éléments sur lesquels on peut agir pour empêcher la maladie de s'installer. Voilà, mais c'est aussi des éléments sur lesquels on peut agir quand la maladie est déjà installée pour éradiquer la maladie. Voilà. Et revenant donc sur la 6e force, l'envoûtement qu'on a abordé il y a quelques la dernière fois. L'envoûtement est une force de maladie un peu bon, je ne veux pas dire bizarre, elle est un peu comme l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que... Méconnu, mal connu, quoi. Mal connu. Ce qui justifie... Est-ce qu'on parle de l'envoûtement au CUS? Non. Pourtant, c'est un élément qui perturbe la santé. Est-ce que le ministère de la Santé pense à l'envoûtement? Vous allez voir, on va sortir des budgets calamiteux par rapport au paludisme, par rapport à un ensemble de choses, mais je n'ai jamais vu les gens sortir les budgets par rapport à l'envoûtement. Pourtant, c'est un phénomène qui ruine la société, qui ruine la société. Pourquoi ne pas penser à ça? C'est à ça que les questions... Peut-être parce qu'on n'avait pas encore à maîtriser le phénomène. Justement. Mais pourtant, il est là, il est réel. Il est réel. Il est réel. Il affecte. Je crois que je vais encore revenir sur l'approche scientifique pour que les gens puissent bien comprendre. Nous ne sommes pas d'envoûtement. Oui, de l'envoûtement. Et puis, Jean Calis. Allons-y déjà, M. Talley. Déjà, l'envoûtement, pour que les gens puissent bien comprendre. L'envoûtement, c'est quoi? C'est le plus simplement possible, c'est le fait d'envoyer un sort à une personne, à un animal ou à un lieu. On peut envoûter un lieu. Alors, ce sort peut être positif ou négatif. C'est déjà de 1, c'est par rapport à nos démonstrations. Nous voulons lever un équivoque ici. Parce que quand on parle d'envoûtement, automatiquement, on voit le côté négatif. Qui n'est que le côté négatif, c'est-à-dire la sorcellerie. C'est-à-dire que le côté négatif de la sorcellerie, c'est-à-dire envoyer une onde négative relève de la sorcellerie. Pourtant, envoyer une onde positive relève plutôt du phénomène contraire. Parce que quand le sorcier vous envoie un sort, il faut bien enlever ce sort. Et je crois que Jean Calis va tout à l'heure nous expliquer comment, sur le plan spirituel, on enlève les sorts. Et là, c'est l'envoûtement positif. Donc, la prière que nous avons parlé tout à l'heure est un envoûtement. Quand vous priez pour quelqu'un, vous lui envoyez des éléments positifs. Dans le tout. Quand vous avez les bonnes pensées pour quelqu'un, vous envoyez des ondes positives. Donc là, vous l'envoûtez. Il faut qu'on se comprenne. Et ça, ce n'est qu'une démonstration. C'est pour qu'on puisse se comprendre. Ça veut dire que l'envoûtement, donc, simplement, c'est une influence qui peut être positive comme négative. Voilà. Quand c'est négatif, on est dans le cadre de la sorcellerie. Très bien. On va donc voir avec l'apôtre Jean Calis, véritablement le phénomène. Comment est-ce que cela procède pour qu'on parle d'envoûtement? Oui, il y a plusieurs sources d'envoûtement. On peut envoûter en utilisant, par exemple, des élémentales qui nous environnent. On peut envoûter tout simplement en utilisant des esprits, des génies des eaux, des génies des forêts, Satan lui-même. Voilà, qui est même d'ailleurs le support le plus élevé par rapport à l'envoûtement. Mais on peut aussi on peut aussi s'auto-envoûter. Voilà, on parle de l'auto-envoûtement. Oui, et pour que nos téléspectateurs comprennent bien ce phénomène, avant d'atteindre le haut niveau, il faut déjà qu'on les édifie par rapport à l'auto-envoûtement. Tout à l'heure, quand nous parlons de l'hygiène de l'âme, c'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est tout le temps
qui poussent tout le temps des mauvaises émotions. Tu t'auto-envoûtes sans t'en rendre compte. Si tu es quelqu'un qui est dans la sous-estimation de soi, tu t'auto-envoûtes sans t'en rendre compte. Plus tu médites que tu es zéro, tu deviens automatiquement zéro. Et tu détruis là ton champ d'énergie électromagnétique, tu détruis ton magnétisme. Et une fois ton magnétisme est détruit, qui en réalité est ce champ d'énergie qui t'environne et doit te sécuriser par rapport à un certain nombre de catastrophes, ça fait donc que ton champ est perméable à tout type d'ondes telles que on devient influençable à tout point de vue. Ça, c'est pour le premier degré. Maintenant, le deuxième degré, on peut toucher l'aspect élémental. C'est-à-dire que le spécialiste qui vous envoûte fait recours à un certain nombre d'élémentales dans lequel il utilise pour vous envoûter, pour vous jeter des sorts. Et de ce fait, il va falloir que celui-là ait quelque chose qui vous appartient. Votre nom, par exemple? Soit votre nom. Bon, déjà, au niveau du nom, ça, c'est déjà un degré élevé. Okay. Nous sommes encore au niveau des élémentales, c'est-à-dire les débrouillards. Pour celui-là, pour qu'il l'opère, pour que son envoûtement ou son sort puisse t'atteindre, il va falloir qu'il ait quelque chose qui t'appartient. Ça peut être un bout de ton habit. Généralement, chez les femmes, c'est leur soutien-gorge qu'on vole, c'est leur slip qu'on vole, ou alors c'est leur chevelu que de façon discrète on coupe. Les ongles. Et la majorité fréquente beaucoup de salons de coiffure. Quand tu es leur cible, ils savent où tu te coiffes. Ils se rendent là-bas, ils font tout pour que pendant qu'on te coiffe, ils s'approprient un grain de tes cheveux. C'est déjà un support important pour lui, pour t'envoûter. Et ça dit, il y a les élémentales. Et maintenant, on peut aller maintenant au niveau du nom. Du nom où véritablement là, pour que ça passe, il va falloir maintenant qu'il y ait alliance entre les entités. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu sors d'une famille où originellement, tu portes un nom dont tu ne connais pas l'origine du nom. Le détenteur a la capacité d'entrer en esprit avec l'égrégore familial ou alors le totem familial. Quand il entre donc en contact avec ce totem peut lui renseigner sur tout ce qui vous lie. Générationnellement, ça peut être de l'arrière. Mais il va le faire parce qu'il est puissant. Il va le faire. Facile à atteindre. Oui, il va le faire parce qu'il a la facilité de se connecter de par certaines connaissances qu'il a à l'égrégore de ta famille. Et étant donné que sur le plan de l'esprit, tous les esprits qui œuvrent pour le mal ont une facilité de se connecter entre eux. C'est-à-dire ils ont une symbiose inédite. Alors, contrairement aux enfants de Dieu. Dans chaque famille, il y a un gardien, on peut dire des lieux ou du seuil. Un gardien du seuil. Il combine avec le gardien du seuil ou bien avec l'égrégore directement? Il combine avec l'égrégore parce que le gardien du seuil dans nos différentes familles a été mis hors jeu. Il est hors jeu. Donc, d'office, dans nos différentes familles aujourd'hui, il n'y a plus de gardien de seuil digne de ce nom. Puisque quand on dit gardien de seuil, c'est celui-là qui veille sur la sécurité de la famille. C'est-à-dire que rien ne peut entrer ou sortir sans que cela ne soit filtré. Et là, quand il a donc cette possibilité, il peut donc, de par le nom, quel que soit le lieu où tu te trouves, avoir la possibilité de se connecter soit à ton âme ou à ton esprit. Et le plus souvent, la connexion est plus facile avec l'âme. Parce que c'est l'âme qui permet de sonder autour de nous tout ce qui existe. Voilà, il y a d'autres envoûtements qui se font, n'est-ce pas, à travers une statuette ou une figurine, véritablement. Oui, effectivement. Il s'agit de quel type là? Oui, ce type, c'est quand on a quelque chose qui vous appartient. Maintenant, de par votre ADN, on prend cette figurine pour vous symboliser. Prenons l'exemple de la statuette. Je prends la chevelure de Guy et je sais. Avec un certain nombre. Non, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu es sécurisé. J'ai fini là. Donc, j'ai une figurine là. Prenons la chevelure de X ou de Guy, comme j'ai dit tout à l'heure. X, c'est bien. Oui. Où puisque dans tout ça, il y a des sacrifices à faire. Voilà. Pour que ta chevelure puisse servir et que cette figurine soit activée, il faut
une onde spécifique pour charger cette figurine. Et généralement, on les charge avec le mauvais souffle qui se dégage des cimetières. Et pour que cela ait une portée importante, il faut soit le sang humain, soit les parfums, soit du whisky, en tout cas, on va pas soit tout dire, parce que il y a un les certain nombre de choses. Quand vous Non, comme ça, là, on peut citer, ils vont aller pratiquer. On peut citer, mais s'ils n'ont pas l'agencement, ils ne peuvent pas. Puisque tous ces ingrédients ont une façon d'être agencés pour que ça dégage une énergie spécifique. Donc, quand on a donc tout cela, ça permet qu'on puisse envoûter quelqu'un, ça permet qu'on puisse... Et bon, ça c'était le petit niveau Guy. Maintenant, au niveau du nom, pour utiliser, on utilise les élémentales. Maintenant, pour quelqu'un qui est hyper entraîné, qui sait ce qu'il fait, qui a été codifié dès la base, c'est-à-dire quelqu'un qui a un potentiel mais qui est mal codifié, il se décide donc d'envoûter des gens. Généralement, il sait que de par le potentiel qu'il a, il n'a pas besoin des élémentales, il n'a pas besoin d'un certain nombre de choses. Il a juste votre nom, il peut vous envoûter via l'écho, ou alors il a alliance avec quelques génies. Et généralement, on utilise les génies des eaux, les fées, bref, les djinns et autres, qui se superposent à leur être pour agir en esprit, en lieu et place de ces personnes, de l'opérateur. Mais le résultat, c'est que l'opérateur, en retour, doit tirer quelque chose de vous. Et généralement, ça s'opère dans le but soit de vous vider de votre énergie vitale en vue de faire des voyages astrales, soit de vous vider, si vous êtes codifié par rapport à la prospérité, soit de vous vider de votre flux d'énergie électromagnétique correspondant à la prospérité, soit, bref, de ce point, on peut étendre et toucher tous les aspects. Donc, ça, c'est des détenteurs qui se servent des génies et autres. Très bien, on va revenir sur d'autres aspects. Alors, M. Talé, on a souvent vu, dans certaines situations, bon, on nous dit, celui qui veut envoûter, lorsqu'il est face à vous, il va créer en vous une sorte de peur, au point où vous devenez facilement, on va dire, influençable. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une situation où il vous dit, bon, comme tu as fait ceci, moi je vais te faire. Donc il fait tout, n'est-ce pas, pour créer en toi une sorte de déséquilibre. Et du coup, il peut vous atteindre. Est-ce que de manière scientifique, le scientifique que vous êtes, vous pouvez véritablement expliquer ce phénomène? Oui, Guy. Oui. J'approche et je rappelle aux téléspectateurs que moi, en tant que scientifique, je vais me limiter sur la Oui, c'est pour ça qu'on vous pose la question de cette manière. La science est une tentative d'explication. Des phénomènes. Voilà, des phénomènes. Alors, pour mieux comprendre ce phénomène, nous l'avons assimilé c'est au phénomène d'onde. Oui. Au phénomène d'onde. Et nous avons pris le cas spécifique pour que les gens puissent comprendre du téléphone que vous avez. Donc vous voyez que vous avez un téléphone. Oui. Vous avez un ensemble de caractéristiques du téléphone. Il y a le numéro du téléphone, il y a le réseau qu'il faut pour que on puisse vous avoir. Oui, bien sûr. Dans le tout. Voilà. Donc l'envoûtement, pour nous, n'est qu'une émission d'onde. C'est-à-dire, il faut un émetteur et bien entendu un récepteur. Et un récepteur, exactement comme le téléphone. Il faut quelqu'un pour appeler et quelqu'un pour recevoir. Mais c'est manquable le téléphone pour recevoir, c'est vous qui pianotez là pour... Voilà, non, nous prenons ça tout simplement pour qu'on puisse... Parce que quand on parle de ondes, vraiment c'est très... On ne comprend pas. Oui. C'est pour que nous puissions comprendre. La science utilise, par exemple, la chimiothérapie. On s'est inspiré de l'envoûtement pour faire la chimiothérapie. On s'est inspiré des phénomènes qui existent dans la nature pour les transposer sous forme d'ondes. Et ça a des effets positifs à l'heure actuelle pour guérir certaines maladies. Donc, on a d'un côté... les émetteurs et de l'autre côté les récepteurs. Alors, il y a un certain nombre de notions scientifiques qui caractérisent les ondes. Donc, il y a la fréquence de l'onde, il y a la longueur d'onde de l'onde, il y a maintenant par rapport au téléphone, il y a la notion de réseau. Ça veut dire pour que vous puissiez communiquer avec quelqu'un, il faut que la personne se retrouve dans le réseau. Dans le même réseau. Voilà, sinon il n'y a pas de truc. Il faut que vous ayez le numéro de téléphone de la personne, que vous vous connectez sur sa fréquence. Alors nous, sur le plan recherche, nous avons tout simplement vu des éléments qui influencent. Alors qu'est-ce qui impacte sur
le numéro du téléphone. Par analogie, le numéro de téléphone n'est que les éléments de votre ADN. Tout à l'heure, il a parlé de soutien-gorge, il a parlé des cheveux, des ongles, des choses. Donc, les gens même vont vous parler des empreintes. Des empreintes, oui. Donc, tout ce qui est comme ADN, on peut l'utiliser pour vous envoûter. On peut utiliser, il est comme votre numéro de téléphone. Tant qu'il n'y a pas ça, vous allez voir que même sur les élémentaux dont il parle, on prolifère les paroles. Donc il y a ces éléments qu'on envoie. Bon, je n'entre pas en profondeur parce que je n'ai pas la maîtrise de ces choses. Nous tentons seulement d'expliquer. Alors, il y a la longueur d'onde influence comment? Vous savez que sur le plan énergétique, quand on calcule, quand il y a une onde, on peut le transformer en énergie parce qu'une onde peut aller créer quelque part les vibrations. Et c'est pour ça que vous allez voir, on prie sur une personne, il se met à trembler. C'est tout simplement parce qu'on a envoyé... Il a reçu la vibration et il agit. En fonction donc de la longueur d'onde. La longueur d'onde n'est que caractérise, nous n'allons pas faire les trucs, caractérise le potentiel de la personne qui envoie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont la capacité, à travers leurs paroles, ils ont une longueur d'onde. Plus la longueur d'onde est petite, mieux le truc, la puissance est importante. Donc ceux qui ont des petites longueurs d'onde peuvent détruire. C'est-à-dire qu'à travers leurs pensées, à travers leurs paroles, à travers les trucs. Je prends sur le cas pratique. J'attire l'attention des gens. Tout à l'heure, il a parlé de l'auto-envoûtement. Il y a des choses que nous faisons sans nous en rendre compte. Il y a l'envoûtement que nous faisons sans nous en rendre compte. Il y a des gens, vous allez remarquer dans la vie que quand vous proliférez une parole à quelqu'un, vous dites à quelqu'un que quand vous allez faire l'accident, il va faire l'accident. Sachez donc que vous avez la capacité, vous avez une longueur d'onde très petite et vous avez une puissance pour le faire. Et peut-être que ceci va réussir au cas où, n'est-ce pas, celui-là est accepté, voilà. Il est influençable. Le réseau. Ouais. Ça dit que là, si le réseau n'est pas ouvert, sinon on prendrait tout le monde dans la rue. Tu vois, mais là, il faut ouvrir le réseau. Il y a des éléments maintenant qui influencent sur le réseau. Et c'est là où je reviens à votre question. Alors, les éléments qui influencent sur les réseaux n'est que votre état émotionnel. Oui. Donc plus vous cultivez les émotions négatives, plus vous ouvrez votre réseau, bien sûr, aux entités négatives. Il faut parce que nous, on est en train de faire... Vous pouvez aussi ouvrir votre réseau aux entités positives. En étant, à ce moment-là, vous positif. Cultivez les émotions positives. Ouais. La nature dans la prière, on va toujours demander aux gens, quand vous allez dans les églises, tout ce qu'on vous amène, c'est d'être dans la joie. Et c'est quand vous êtes dans la joie maintenant que l'esprit descend. Par contre, dans la sorcellerie, on va développer le contraire. La colère, on va développer le contraire. La peur. Allez chez le marabout, vous allez voir, ils mettent des tas de crânes, des tas de choses. Ça, c'est d'abord pour vous. Dès que vous entrez, vous y créez la peur et tout ce qui va faire maintenant va pénétrer. Et vous ouvrez votre réseau et à partir de là, ils peuvent vous pénétrer facilement. Donc, vous avez l'état émotionnel qui ouvre le réseau. Vous avez un certain nombre, la fréquence et tous les trucs. Donc, vous comprenez déjà que votre état colérique peut empêcher aux sorciers de s'installer. Très bien. Alors, apôtre Jean Calice, on a également de manière plus directe certains envoûtements. C'est-à-dire, par rapport, on parle parfois de l'envoûtement sexuel, c'est-à-dire de manière à travers le contact direct. Un homme est happé véritablement à la guise d'une femme, comme ça peut être le contraire. Oui, tout ça. C'est plus direct. Oui, vu que nous sommes en train de véritablement édifier les uns et les autres. Et le but, c'est pour que ceux qui nous suivent fassent attention désormais à se livrer à des envoûtements. Oui, généralement, tel que Thales disait, certes, le facteur potentiel intervient, mais nous avons un être qui est champion et qui régit les envoûtements. L'être dissocié, Satan lui-même. Ouais. Donc, c'est-à-dire quoi? Il n'attend juste qu'un prétexte pour pouvoir agir. Puisque en réalité, quand tu dis à quelqu'un tu vas faire l'accident, ce n'est pas parce que tu as dit à quelqu'un qu'il doit faire l'accident que forcément ce que tu as dit, ça dit il s'appuie sur ta parole pour t'incriminer. Tu as dit tu vas faire l'accident, il occasionne l'accident et on t'accuse. Mais on voit le phénomène contraire également, c'est-à-dire il y a des personnes qu'on va dire véritablement têtues. Oui. Lorsque vous lui dites vous allez lui faire telle chose, mais il commande même pas des coups de poing. Bien généralement cela rien ne leur arrive. L'être dissocié à ce moment-là ne peut rien. Non, puisque celui-là n'a pas prêté le flanc dans l'angle que lui, il aurait souhaité. Très bien. Bon, prenons par exemple l'envoûtement par le sexe. Voilà les gens qui
veulent subtiliser l'énergie vitale peut-être d'une femme pour des besoins précis. Il a déjà au préalable signé son pacte. Quand il vient vers toi en tant que personne physique, tu ne vois pas l'entité qui l'accompagne. Mais cette action d'entrer en contact avec toi, en réalité, à un moment donné, ce n'est plus lui. Il est dans la transubstantiation. C'est-à-dire il s'efface, mais c'est l'esprit qui fait la chose à sa place. Et en réalité, il laisse en toi des puces contrôle, des points de connexion avec lesquels plus tard, tu pourras être manipulé à sa guise. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples pour dire quoi que, comme M. Talé, bon, ça, c'est l'explication terre à terre pour que le commun du mortel comprenne. Mais quand on accède au haut niveau de l'envoûtement, tout ceci que nous venons de dire ne sert à rien. Parce que tu sois conscient ou inconscient, tout dépend de l'objectif de l'opérateur qu'il veut atteindre. En ce moment, il sait quels sont les types d'esprits ou d'entités avec lesquels composer pour obtenir de toi ce qu'il veut. Que tu sois conscient ou inconscient, c'est pas son problème. Ça veut dire que tout le monde est envoûtable. Tout le monde est envoûtable. Tout le monde, je le dis. Même ceux qui sont élevés spirituellement. Même élevés spirituellement, tu as Satan qui ne te laisse pas. Oui, mais c'est pas tout le monde qui peut quand même t'envoûter, Jean-Calice. Quand je dis tout le monde est envoûtable sur le plan spirituel, tu peux, par exemple, quand nous parlons des épreuves, quand nous parlons de la tentation, c'est des épreuves qu'un spirituel doit subir. Et quand tu n'as pas la force requise ou quand tu n'as pas été préparé pour subir ces épreuves et les passer avec brio, il y a les conséquences. Et quand les conséquences sont en la faveur de qui? De l'être dissocié. Voilà. Mais je voudrais, n'est-ce pas, qu'on rentre maintenant sur véritablement notre thématique. Oui. Envoûtement comme force de maladie. Oui. Alors, comment est-ce que l'envoûtement qu'on a procédé sur un individu va se transformer en une maladie, puisqu'on a souvent eu des cas où on vous dit il a traversé le remède, le pied gonfle, le pied pourri. Oui, ça arrive. Pourquoi, Guy? Parce que, étant donné que notre corps est constitué des atomes, des molécules, des particules, pour que cela s'opère, ce sont des forces saturantes. C'est-à-dire que quand nous portons, étant donné que notre âme a des éléments qui constituent le souffle de notre âme, qu'est-ce qui se passe? Il injecte son venin qui, ton âme, qui a la possibilité d'entrer en contact avec tout ce qui est susceptible d'exister autour de toi, capte donc ces éléments qui se transforment en poison, qui commence par détruire les éléments du souffle de ton âme, ensuite attaque tes cellules, attaque tes molécules, attaque tes particules, et quand c'est l'esprit lui-même, ça c'est pour le cadre de la maladie, c'est-à-dire il ne s'attaque qu'aux éléments constitutifs de ton être. Maintenant, quand c'est au niveau de l'esprit, ça veut dire que celui-là injecte son spectre qui de temps en temps est activé, et quand c'est activé, ça devient le poison. D'abord sur le plan de l'esprit, ou alors, étant donné que c'est des gens extrêmement subtils, il peut composer sa mixture, on te fait consommer cela en esprit. Tu le consommes en esprit et ça se matérialise. Et quand ça se matérialise, ça dépend de l'objectif qu'il va atteindre pour te détruire. Si c'est tes poumons, il te fait inhaler, sachant que par la voie respiratoire, ces substances inhalées doivent entrer dans tes poumons et agir et te détruire sous forme de rouille. Si c'est les fusils nocturnes, tu dois voir les balles. J'ai même une personne que j'ai consultée il y a 2 jours qui a des balles mystiques visibles dans son corps. C'est-à-dire qu'on l'a fusillé mystiquement et ça a pris corps de façon physique, on le voit. Maintenant, il est question, et pour aider ce genre de personnes, il faut que tu aies la capacité en esprit d'aller extraire. Quand tu extrais maintenant sur le plan physique, ça disparaît. Voilà. Sauf qu'il y a des cas d'attaque mystique où, on va dire visiblement à l'hôpital, on ne voit rien. On ne voit rien, M. Talé. Puisque vous avez des cas où quelqu'un est souffrant, il souffre vraiment, on a tout fait comme examen,
on ne voit rien. Est-ce que l'hôpital n'est pas là pour travailler sur les esprits? Non, mais vous souffrez physiquement. Vous souffrez physiquement. Physiquement, on recherche les causes physiques. Si c'est les esprits, on va envoyer chez les spécialistes des esprits. L'hôpital n'est là que pour faire ses analyses biochimiques. Et vous voulez que dans l'État... C'est pour ça que vous avez dit qu'il n'y a pas de faculté d'envoûtement. Il devait avoir. Mais c'est une erreur, puisque c'est une science tout comme les autres. Il y a une approche. À l'hôpital, on fait des analyses, vous venez, on voit les symptômes. On fait une analyse pour chercher la cause de la maladie. C'est tout. Si on ne voit rien, si on fait les analyses, on ne voit rien, vous voulez que le médecin fasse quoi? Mais on a également eu des cas où, à l'hôpital, on cherche la cause d'un mal, on ne voit pas. Oui. Mais après un tour chez le thérapeute spirituel ou alors mystique ou traditionnel, il vous dit allez à l'hôpital, vous allez voir. On part maintenant, on voit. Oui, parce que... On ne voyait pas depuis des mois. Oui, parce que quand ils mettent le spectre, ils ont un dispositif de contrôle. Ça veut dire que quand il sait que tu dois être à la recherche perpétuelle de la solution, sauf que lui, il se charge de t'orienter là où tu dois chercher la solution, étant sûr que partout où tu passes, on doit, au lieu de t'aider, ajouter. Oui. C'est-à-dire les ingrédients qu'on doit te prescrire ne doivent concourir qu'à nourrir le spectre qu'il a installé en toi. Et vu que tu dois être à la recherche effrénée de la solution à ton problème ou à ta maladie, tu ne dois te rendre que chez des gens chez qui lui, il te conduit en esprit, c'est-à-dire un je ne sais quoi t'oriente. Tu ne vas que vers ceux qui vont te donner ce qui va nourrir le spectre en toi. Et maintenant, sur le plan clinique, puisque c'est cette clinique, mais c'est beaucoup plus spirituel. Donc il va falloir maintenant quelqu'un qui a la vision spirituelle pour pouvoir observer, analyser et comprendre que ce phénomène est essentiellement mystique, dégager le côté mystique pour que maintenant, de façon physique, on puisse t'apporter des apports extérieurs pour ta guérison. Heureusement que du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a cette collaboration entre les tradipraticiens et les médecins. De telle sorte que dans cette collaboration, lorsqu'il y a une maladie mystique, tout est fait, n'est-ce pas, pour que la collaboration des deux produise des résultats. Même aux États-Unis, on a vu des cas où, dans des hôpitaux de Chicago, où il y a des prix Nobel, on va dire en abondance, et on ne refute pas, n'est-ce pas, l'apport des tradipraticiens, au point où, n'est-ce pas, des solutions sont de plus en plus, on va dire, miraculeuses. On va peut-être continuer, mais prenons déjà quelques SMS qui nous sont parvenus. Voilà, bonsoir, juste une question. Comment être en forme si l'on ne pratique pas du sport? C'est Jeanne Donkonogo, M. Talé. Comment être en forme si on ne pratique pas du sport? Il y a un manquement, non? C'est un handicap, et il est handicapé. Non, je ne sais pas, la personne n'a pas précisé. Si un handicapé peut se faire masser, il y a toutes les formes, on peut faire le sport. On donne seulement les effets positifs du sport. Qui concourent au bien-être. Il n'est pas l'unique élément, il fait partie des éléments. Ça veut dire que s'il y a manque de sport, il y aura quelque chose d'anormal. Alors, s'il s'abstient de faire le sport, automatiquement, il aura les conséquences. Sauf si c'est fait masser. Bon, vous savez que c'est une femme, qui envoie le message. Vous savez qu'elles sont souvent par-dessus à aller faire. Oui, mais j'ai rappelé tout à l'heure que le sport ne consistait pas tout simplement à mettre le show à aller courir. Ouais. Le sport, c'est que quand vous faites des activités. Au village, est-ce que nos mamans font le tout? Elles marchent. Elles marchent. C'est 6 km parfois. Elles font le truc et elles vivent le plus longtemps possible par rapport à nous. Donc, c'est pas nécessaire. Les travaux champêtres demandent beaucoup de sport. On voit le palais de sport ou dans les salles de sport. Ça, c'est moderne par rapport aussi à la recherche d'argent. Vous pouvez faire, si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas dans un centre de sport. Bon, là, bien sûr que dans les centres de sport, c'est plus contrôlé. Ça veut dire que le maître peut t'amener à bien respirer, peut faire le truc, mais à défaut, vous faites vous-même votre sport. Des mouvements, on n'appelle même pas ça, on dit les mouvements. Oui, et pour celle-là qui spécifiquement envoie le message, ce que nous allons lui faire comprendre, c'est qu'elle doit comprendre une chose. Quand tu bouges, c'est important, et surtout pour cette personne de façon spécifique qui passe plus de 2 heures de temps assise, elle se tue à petit feu sans s'en rendre compte. Puisqu'on doit, après peut-être 45-50 minutes, bouger. Faire quelque chose qui nous amène à nous déplacer. Puisque quand on reste longtemps assis sans bouger, le champ d'énergie qui circule dans le corps est coupé. Et il y a de fortes chances
que notre durée de vie soit réduite. Donc, pour celles il faut qu'elle apprenne à bouger. C'est une qui a la paresse. Je rappelle à notre ami Jeanne hein, qui a envoyé le SMS. À ce moment, l'apôtre Jean-Calais vous parle en tant que prophète, donc il voit ce qu'il dit. Ne soyez pas surprise hein, le fait qu'ils disent que vous êtes sédentaire, c'est tout à fait normal. En plus, hein, la médecine aujourd'hui conseille minimum 3000 mètres de marche par jour, 3000 mètres de marche par jour, afin, n'est-ce pas, que votre circulation soit bonne hein, pour garder, n'est-ce pas, la santé. On va continuer avec les premiers SMS, c'était fortement par rapport à notre développement sur le bien-être hein, qui continue là. Salut, salut, vous qui êtes sur le plateau. S'il vous plaît, je veux avoir un aliment qui fait maigrir. Un aliment qui fait maigrir, M. Talé. Oui, le régime amaigrissant ne consiste pas à prescrire un aliment. C'est un tout. Et moi, je prends pour l'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs d'ordre mentaux qui font prendre du poids. Hein. Il y a des facteurs biologiques et biochimiques qui font prendre le poids. Et on ne peut résoudre un problème que quand on a la maîtrise de tous ensemble. Donc cette personne doit consulter pour qu'on puisse savoir quel est le truc. Il n'y a pas un aliment spécifique pour faire maigrir. Bon, peut-être que... Oui, et pour cette personne, de façon spécifique, au niveau elle a son 6e et son 7e chakra non activé, ce qui fait donc que son champ de circulation énergétique n'est pas fluide. Et quand le champ de circulation n'est pas fluide, ça crée des manquements et des rétentions d'eau en nous. À ce moment-là, en ce moment, qu'on le veuille ou pas, quel que soit le type de produit que tu prends, tu vas abstiens toi-même de manger, tu vas tout prendre du poids parce que c'est un problème lié à tes chakras. Donc pour cette personne, elle va se rendre compte que si elle reçoit des assistances sur le plan spirituel et qu'elle se fait véritablement masser, puisqu'elle a un mal lombaire, il va falloir qu'elle recherche un vrai masseur, thérapeute, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité d'injecter l'énergie. Elle va se rendre compte qu'elle va perdre du poids même sans consommer des aliments amaigrissants. Voilà, on va prendre cet appel. Allô? Oui, allô, madame. Bonjour, monsieur, je suis madame Ezazen. Oui, on vous écoute, hein, nos prophètes et nos hommes de science. Je suis un peu intéressée par rapport à votre émission. J'ai un problème de santé, j'ai un problème avec la colonne vertébrale. Donc, j'ai une colonne vertébrale à scoliose. Je ne sais pas si je peux trouver un peu la guérison de votre côté. Vous dites? Vous ne savez pas? Je ne sais pas si je peux trouver la guérison de votre côté, puisque j'ai été dans des hôpitaux de gauche à droite. Ok. Alors, le prophète vous répond. Oui, oui, déjà pour cette maman, avant même qu'on ne touche l'aspect physique, ça montre déjà même que c'est une personne qui n'a pas un bon taux de sommeil. Ça montre que sa colonne vertébrale a été substituée. Donc, elle subit un fantôme squelette a substitué sur le plan de l'esprit son squelette. Ce n'est pas qu'au niveau de la colonne vertébrale qu'elle ressent. Que c'est en forme de S. Oui. Donc, il va falloir pour cette personne, non seulement qu'elle puisse se rapprocher de nous, mais qu'elle cherche une réelle délivrance. Quelqu'un qui est trop visité par des forces de cimetière. Voilà. Et ça pollue son environnement. Même la maison où elle vit est extrêmement polluée. Voilà. Nous parlons et pour une bonne hygiène, pour un bien-être véritable, il va falloir que notre environnement soit assaini. Très bien. Nous parlons de l'envoûtement comme force de maladie. Bonsoir, apôtre. S'il vous plaît, je sors d'une maladie grave qui m'a un peu secoué. Dites-moi si elle est simple ou pas et parlez-moi de ma vie professionnelle. Il ne s'agit pas de cela et de mes dons spirituels. Hein. Avant de répondre, prenons d'abord cet appel. Allô? Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Bonsoir. À qui avons nous l'honneur? Monsieur Gilbert. Voilà, Gilbert, allons-y rapidement. Nous sommes pratiquement à la fin. Oui. En fait, mon père est malade, il est extrêmement malade. On nous parle de la prostatique. Oui. Et nous avons marché de studio en hôpital et puis on nous a renvoyé même à la maison. Il en souffre continuellement maintenant. Oui, allons-y à la question. Pour faire la preuve. Je ne sais pas si vous, pour faire la preuve, nous donner une solution. Oui, oui. Vous allez prendre le contact. Hein. Vous allez prendre le contact à la fin.
Voilà, nous comprenons cet autre SMS, voilà qui est parti. Hein. Il faut qu'il pose des questions qui sont liées à l'émission. Voilà, voilà. Même si je vais un peu dans les prophéties, je crois que c'est entendu. Hein. On était en train de répondre à notre ami qui disait qu'il sortait d'une maladie un peu grave, hein, qu'il a secoué. Et il demandait hein, si on peut lui parler de ses dons. Car je suis désorienté, il est désorienté. Je crois que ceux-là vont davantage attendre la fin pour prendre le contact. Le contact. On va prendre on peut faire une démonstration. Comment se désenvoûter? Voilà une question. Comment se désenvoûter? La personne n'a pas signé. Hein? Oui, pour vous désenvoûter, ça dépend du type d'envoûtement. Pour vous désenvoûter, commencez d'abord par avoir une hygiène de vie par rapport à votre âme et à votre esprit. Et si déjà même, je vais vous dire qu'on ne peut pas se désenvoûter soi-même. Donc, vous deviez faire recours à un spécialiste pour vous aider si vous réellement votre envoûtement est réel pour recevoir de l'aide. Voilà, on va avancer. Hein. Bonsoir à vous. J'aimerais savoir, parlant de sexe, les couches de nuit et la masturbation sont-elles des envoûtements? Bien évidemment. Voilà, c'est la question. C'est des envoûtements, c'est des envoûtements. Qui n'a pas signé. Voilà, on a un autre là. Bonsoir, c'est Boy de TKC. Juste pris, je ne sais pas ce qu'il veut dire là, dit que comment dans chaque domaine il existe également des spécialistes du sport qui se forment pendant des années, dont il suffit pas seulement de marcher, c'est plus spécifique que ça. Bon, on l'a dit. C'est ce qu'on a dit, hein, c'est ce qu'on a dit. On va prendre cet autre. Bonsoir. Qu'est-ce qui explique les oublis fréquents? Peut-être que oui, ce qui explique lié à l'envoûtement. Oui, c'est lié aux envoûtements. Ce qui explique les oublis fréquents, c'est des mauvaises ondes qui vous impactent au niveau de votre cerveau. Ça vous perturbe le système nerveux et vous ne pouvez pas retenir exactement, ou bien vous avez une pensée où vous déposez un objet, vous retournez, vous oubliez carrément là où vous avez déposé. Ça veut dire que vous êtes dans un environnement non seulement pollué, mais vous recevez trop d'ondes négatives qui vous saturent au niveau du cerveau. Mais M. Talé, on a aussi remarqué que les carences en vitamine B peuvent créer des oublis, non? On ne va pas mettre tout ça dans l'envoûtement? Dans l'envoûtement, non. Hein? Le scientifique, à son regard... Déjà que la santé repose sur 3 piliers, le mental, la biochimie et le physique. Or, l'âme et l'esprit sont des entités du cerveau. Ce qui fait qu'une influence de trucs au niveau du influence effectivement. Alors là, j'attire l'attention des téléspectateurs par rapport à tout attribuer vers la sorcellerie. Il faut savoir que c'est pour ça qu'ils sont quand même un peu sages. Ils posent des questions de manière nuancée. Donc, on va vous avez les maladies d'Alzheimer, les maladies qui trouvent le cerveau. Quand vous avez une crise d'AVC, ça peut atteindre les clous du cerveau. Prenons ce SMS. Voilà quelqu'un qui a envoyé 2 messages. Dans le premier, dit bonsoir, tout simplement. Le deuxième, il revient, bonsoir, je suis un fou. Alors, apôtre, est-il vraiment fou? Fou parce qu'il a perdu le véritable code de sa conscience. Mais si déjà il nous écrit, ça veut dire que dans son mental, il raisonne. De ce fait, il est fou selon lui. Mais il est tout de même utile pour la société, il doit le retenir, étant donné que ce monsieur, c'est quelqu'un qui a une flamme particulière. Donc il devra, au lieu d'être fou dans le désordre, qu'il fasse sa folie pour aider. Voilà. Bonsoir à tout le panel. Samuel depuis Yaoundé. Mon indécision vient-elle d'un envoûtement? Il y a des gens comme ça qui ne sont pas notamment déterminés à franchir le pas. Oui, pour l'estime de soi. Oui, pour celui-ci, c'est d'abord trop de peur. C'est quelqu'un qui a peur d'oser et c'est quelqu'un qui ne sait pas se définir. Ça fait donc que ça devient difficile pour lui, puisqu'il se laisse, c'est quelqu'un qui se laisse influencer. Il faut qu'on pense tout pour lui. Il faut qu'on l'aide à tout faire. Ça fait donc au moment où il est dans une posture où il faut qu'il décide par lui-même, il n'arrive pas. Voilà. Parce qu'il a grandi en étant dans un cadre où on décide tout pour lui. Voilà, je crois qu'il a compris. Hein. Donc, il a juste besoin de se redéfinir, de se remettre en cause et d'avancer. Voilà, on va donner les numéros tout à l'heure, hein, ils pourront se rapprocher. Comment savoir que nous sommes envoûtés? Quelles sont ces manifestations? C'est une question auquel on aurait dû penser. Hein. Comment savoir que nous sommes envoûtés? Y a-t-il des manifestations? Oui, il y a des manifestations. Pour faire simple,
quand on est envoûté, on se rend compte qu'on n'est plus lucide ou on n'est plus très attentif par rapport aux actes qu'on pose. C'est-à-dire, on fait des choses qui sont véritablement importantes, mais avec une légèreté. On est dans l'inconscience en fait. On pose des actes dont on ne mesure pas. Ça déduit déjà la gravité de l'envoûtement. On fait des choses dont on croit être bien, pourtant on est en train de nuire à autrui sans s'en rendre compte. Mais il y a également les cas, parfois dans l'envoûtement sexuel, M. Talé, des hommes qui sont véritablement enchantés par des femmes, au point où c'est plutôt l'ami ou la famille qui se rend compte que quelque chose ne va pas. Mais lui, il nie tout, il offusque carrément qu'il est envoûté. Oui, l'une des spécificités de l'envoûtement, c'est que c'est des maladies difficilement discernables. C'est-à-dire qu'on a de la peine. Il y a toute une manifestation de symptômes à travers. Il y a les symptômes physiques. C'est ça que vous allez voir quelqu'un d'envoûté qui va à l'hôpital, on ne se rend pas compte, pourtant il en souffre. Il y a des systèmes dont l'envoûtement reste jusqu'à présent obscur. Mais dans le cas sexuel, on a souvent vu des hommes qui maigrissent et qui parfois sur le plan de la conscience sont amorphes. Quand vous dites dans le cas sexuel, moi l'envoûtement sexuel. L'envoûtement sexuel, moi bon, dans tous les cas, je ne maîtrise pas comment ça se passe. Alors, apôtre. Oui, oui, dans ce cadre, nous allons nous rendre compte, les signes qu'on peut facilement remarquer, c'est que vous allez vous rendre compte que vous êtes masqué. Oui. Vous ne rayonnez pas, oui. Pour ceux qui se mis au quotidien, quand vous vous regardez au miroir, vous sentez que c'est comme s'il y avait un être superposé à vous. Mais là, il faut être vous ne reflétez pas votre réel. Il faut être avisé. Non, ça c'est des signes. Quand nous le disons, c'est pour attirer l'attention de ceux qui nous écoutent. Et ils peuvent eux-mêmes s'examiner. Voilà, on va aller rapidement. Bonsoir, mon petit ami, à chaque fois des couches de nuit et mange même parfois dans le sommeil. Est-ce un envoûtement? Et que faire pour éviter ça? Voilà la question. Oui, c'est véritablement un envoûtement. Ben, pour celui-là, nous allons prier véritablement que l'écho du souffle saint lui touche. Et si cette personne est véritablement à l'écoute, qu'elle prenne simplement un verre d'eau. Elle reconnaît que Jésus-Christ est lumière, elle le soulève 3 fois, tout en reconnaissant que le souffle de la transfiguration ionise cette eau qui devient l'antidote de toute forme d'envoûtement le concernant, et il boit, il verra que ses repas nocturnes et toutes ses couches de nuit vont cesser. Voilà. Bonsoir à vous. J'ai des couches de nuit et toutes mes activités ne donnent pas. Je fais les marches publiques. C'est Jérémy d'Ensemble. Il fait les marchés publics. Voilà. Oui, Jérémy, tu dois te rapprocher de nous pour qu'on t'aide efficacement. Rien que te parler et diagnostiquer, te dire le type d'esprit qui t'embête ne t'aidera pas. Donc rapproche-toi de nous pour qu'on t'aide efficacement. Bonsoir. Si votre femme est toujours en train de tout casser avant de s'excuser chaque fois, est-elle envoûtée? Comment l'aider? Pour le cas de celle-ci spécifiquement, elle est possédée. Il y a un esprit gorille qui la hante. Et vous allez vous rendre compte, observez votre femme. Au moment où elle est en pleine action, vous allez voir qu'il se dessine au niveau de sa figure, la face du chimpanzé. Voilà, on va prendre cet autre SMS. Bonsoir, c'est Borel de Douala. Mes échecs à répétition viennent-ils d'un envoûtement? Les échecs de notre frère, c'est un programme d'ordre ancestral. On ne peut pas parler à ce niveau d'envoûtement puisque c'est quelque chose qui est lié à lui de par sa génétique, de par ses aïeux. Donc c'est un mauvais programme ancestral dont celui-là souffre. Voilà, bonsoir à tous. Hier, depuis Yaoundé, j'ai ma grand-mère qui est malade et qui ne marche pas. Les hôpitaux parlent d'ostéoporose, mais je crois aussi que c'est pas simple. On me parle aussi des problèmes de tradition. Comment vraiment savoir que faut-il faire pour qu'elle puisse retrouver sa guérison? Oui, voilà. Effectivement, il y a des problèmes de tradition. Il y a aussi le problème de malnutrition chez cette maman. Elle souffre d'abord de beaucoup de carences. Il va falloir d'abord l'équilibrer au niveau alimentaire et maintenant régler, faire recours à un véritable exorcisme pour que ce problème générationnel lié à son côté maternel soit résolu. L'envoûtement peut-il toucher nos finances? Voilà la question. Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore prendre? Il y a encore beaucoup. J'en ai vraiment besoin. C'est Madame Mezanzem. J'étais en ligne tout à l'heure.
elle a besoin du contact. Hein. Voilà, on a presque terminé. On va donner le contact à l'apôtre Jean Calice. Oui, mon contact c'est le 6 79 46 63 23 ou le 6 66 27 97 31. Merci. Monsieur Talley. Je réponds au 6 52 62 52 11. Merci. 652 62 52 11. Merci, hein, merci. Tout en remerciant également tous nos amis téléspectateurs qui ont notamment été très actifs cet après-midi. Merci hein, pour ces nombreux SMS et nous voulons tout simplement nous excuser de ces nombreux SMS qu'on n'a pas pu totalement épuiser. Je vois que ce n'est que partie remise. Hein. Peut-être que la prochaine fois, on va revenir sur ce sujet qui semble très important. On n'a pas touché tous les aspects. Alors, on va vous dire tout simplement merci et retrouvons-nous tout à l'heure lorsque ce sera 19h30 dans le cadre de l'émission Renaissance. Renaissance, nous parlons de la sagesse africaine. Hein. Existe-t-il encore des sages en Afrique? Merci et à tout à l'heure ou bonjour hein, pour ceux-là qui vont nous prendre à la rediffusion. Merci.